19h, Yarana, bienvenue dans ce journal d'information. À la une ce soir, adieu couvre-feu, bonjour passe sanitaire. Après de longs mois d'attente, le fameux QR code est enfin prêt et entrera en vigueur dès le 1er décembre pour certaines activités. Un léger souffle de vie qui reprend le dessus puisque les Polynésiens ne seront plus privés de sortie. Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien pour les professionnels du monde de la nuit. Stéphane Gay, le président du syndicat des bars et dancing de Polynésie, est l'invité de ce journal. Il sera en direct depuis Papeete. Les personnes à mobilité réduite réclament leur droit d'accès prioritaire. Pourtant réglementé depuis 1982, la loi qui exige des structures spécifiques pour faciliter leur déplacement n'a jamais été appliquée. Enfin, nous irons à Bora Bora pour découvrir le savoir-faire d'un couple d'artisans reconnus sur l'île. Confection de colliers en coquillage, en fibrane ou encore sculpture sur bois, une passion qui est devenue un métier. Pour ne plus confiner, les autorités misent désormais sur le pass sanitaire, ultime sésame pour éviter une résurgence de l'épidémie et surtout pour permettre un redémarrage rapide de l'activité économique. Édouard Fritsch qui souhaitait conserver le couvre-feu, mais la loi ne le permet plus aujourd'hui, car oui, la fin de l'état d'urgence sanitaire met aussi fin aux restrictions de circulation. Le résumé de Cybèle Plichard et Patrick Sing-Sing. Le couvre-feu levé en Polynésie. La Martinique et la Guyane n'ont pas eu cette chance. C'est que chez nous, les chiffres du Covid sont plus qu'encourageants. Seulement 8 nouveaux cas et un taux d'incidence de 10 pour 100 000 habitants. La filière Covid de l'hôpital s'est donc vidée au cours des dernières semaines et aujourd'hui on ne compte plus que 4 personnes en réanimation au CHPF. Et plus aucune entrée en soins intensifs depuis plusieurs jours. Le pass sanitaire prend donc le relais du couvre-feu. Comme dans l'Hexagone, la vaccination, un test négatif ou la preuve de son immunité seront les conditions pour obtenir ce pass entièrement numérique. Le pass sera réservé dans un premier temps aux activités qui avaient été interdites durant la crise. Le pass ne sera pas obligatoire dans les restaurants, les bars ou les hôtels. Il le sera en revanche dans les discothèques ou les pirogues de loisirs à partir du 1er décembre. Les archipels, encore et toujours protégés. Le pass sanitaire viendra se substituer au pass de protection des îles dès le 22 novembre. Parallèlement, les jauges évoluent. 8 personnes par table seront par exemple acceptées dans les restaurants, 50 tolérées lors d'une cérémonie funéraire. Les vides-greniers et brocantes sont à nouveau autorisés, les fêtes foraines également, mais avec 30 attractions maximum. Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire à l'extérieur, mais le reste dans les lieux publics. Soyons réalistes. Nous n'échapperons pas à une nouvelle vague. Prenons garde et restons vigilants. Notre souhait à tous, je le crois, est de faire en sorte que cette vague ne nous submerge pas comme la précédente. Car le taux de vaccination est toujours trop bas. Seuls 67,5% des 12 ans et plus ont un schéma vaccinal complet, insuffisant pour affronter une nouvelle vague épidémique. Et le pass sanitaire entrera donc en vigueur dans 15 jours à partir du 1er décembre. Il est un dispositif de contrôle déjà en place dans l'Hexagone depuis le mois d'août. Comment cela se passe ailleurs? Est-ce qu'il existe partout en Europe d'ailleurs, Natacha Silagi? Alors oui, la quasi-totalité des pays européens ont adopté le pass sanitaire. C'est le Corona Pass au Danemark qui est le premier pays européen à l'avoir mis en place d'ailleurs. Le Stop Corona en Autriche ou encore le Green Pass en Italie. Mais le principe est le même que pour le pass sanitaire français et qui est également en vigueur en Nouvelle-Calédonie, bientôt en Polynésie, vous l'avez dit, ce sera à partir du 1er décembre donc. Mais il est à géométrie variable ce pass sanitaire. En Italie, une seule dose de vaccin est réclamée pour l'obtenir. C'est la vaccination complète qui est demandée en revanche au Danemark. Et il n'y a pas du tout eu de pass sanitaire en Suède qui demande en revanche aux 30% de ces non-vaccinés de respecter les gestes barrières. Pour uniformiser un peu les choses, l'Union européenne a mis en place un pass sanitaire européen essentiel pour voyager de façon plus simple. Et on rappelle pourquoi le pass sanitaire a été mis en place. Alors au départ, vous le savez, les différents gouvernements européens, dont le gouvernement français, a voulu réduire au maximum les foyers épidémiques.
et encourager la vaccination. Et en fait, il s'agissait d'interdire aux non-vaccinés, donc ceux qui ne peuvent pas obtenir de passe sanitaire, les cafés, les bars et les restaurants. Ce ne sera pas le cas en Polynésie. Les hôpitaux ou encore les maisons de retraite en statut de visiteurs, pardon. Il s'agissait de leur interdire tout ça, les trains, les cars, les avions et les centres commerciaux également. C'est le cas dans plusieurs départements français notamment. Et puis c'est nouveau, eh bien en Italie, le pass sanitaire est désormais exigé sur tous les lieux de travail. Mais est-ce que le pass sanitaire montre des résultats? Est-ce qu'il est à la hauteur des espérances des spécialistes? Alors en France, on peut dire que oui, en tout cas pour ce qui est du taux de vaccination, puisqu'il est passé de 60% avant la mise en place du pass sanitaire à 75%. Je vais y arriver, voilà, à 75% en 2 mois et demi à peine. Mais vous le savez, le taux de contamination lui aussi est à la hausse en France puisque l'épidémie repart. Et il n'y a pas qu'en France, puisque au Portugal, en Italie, en Espagne, on a un taux de contamination qui fait des bonds. Mais c'est la même chose lorsqu'on supprime le pass sanitaire, puisque le Danemark vient de le supprimer au mois de septembre. Et là aussi, on note une reprise de l'épidémie. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le pass sanitaire aura permis la réduction de 30% du virus. C'est une estimation au niveau, à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est en tout cas ce que voudraient les chercheurs, les scientifiques et les médecins, c'est qu'il faut maintenir le pass sanitaire, c'est ce qu'ils prônent, assorti d'une 3e dose, d'une 3e injection le plus rapidement possible pour la protection maximale. Les chercheurs et les scientifiques qui rappellent que cette transmission, elle diminue lorsque l'on est vacciné entre 60 et 70%. Mais le pass sanitaire n'empêche pas le confinement. C'est le cas aux Pays-Bas qui viennent de revenir au confinement partiel. Et enfin, en Autriche, c'est une toute première en Europe. Les Autrichiens ont décidé de confiner uniquement les non-vaccinés. Ce sera peut-être un jour le cas en Polynésie. Merci Natacha pour toutes ces explications. Et en Polynésie aussi, le haut-commissaire l'a rappelé, ces mesures sont réversibles. Si le taux d'incidence est stable, le taux de vaccination est encore trop faible. Plus de 67% des habitants de 12 ans et plus ont un schéma vaccinal complet, alors que le virus continue de se propager. On dénombre 8 cas actifs ce 15 novembre. Des malades sont toujours hospitalisés, 4 en réanimation. Des chiffres qui indiquent que l'épidémie semble être pour l'instant maîtrisée et qui sont surtout synonymes de liberté et de joie retrouvée. Les détails avec James O et Marcel Bonneau. Avec la fin du couvre-feu, c'est le retour à une activité quasi normale pour les restaurateurs. Dans ce bar de pop été, les animations vont pouvoir reprendre jusqu'à très tard la nuit. Une bonne nouvelle à l'approche des fêtes de fin d'année. Ça signifie qu'on va pouvoir reprendre nos soirées avec une fermeture à 1h du matin, comme notre licence nous le permet. Et ça signifie aussi que là, on va avoir une amplitude d'activité qui sera beaucoup plus importante que durant le couvre-feu où on devait fermer à 21h, puis 22h, puis 23h. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle également pour le gérant de ce restaurant sur le front de mer. L'établissement pourra accueillir les clients au-delà de 23h et donc augmenter son chiffre d'affaires. On va pouvoir enfin retravailler comme avant, en espérant que ça ne revienne pas comme avant. Parce que, pour être franc avec vous, les gestes barrières ici sont terminés depuis un sacré moment. Parce que moi, je fais la police tous les jours au travail pour dire aux clients de rentrer dans les lieux publics chez nous avec des masques, alors qu'ils ne le font pas. Et en plus que c'est affiché dans l'établissement partout. Et en plus, les gens ne sont pas contents qu'on leur fasse les réflexions qu'il faut mettre un masque. Une inquiétude partagée par Antoine Bourseau, le patron d'un pokébar qui salue tout de même un pas vers la normalité. On sent vraiment que les gens veulent décompresser et vraiment s'amuser. Et ça tombe fin d'année, tout ça. Après, j'espère qu'on ne va pas retomber dans le même scénario qu'en juillet, c'est-à-dire période de fête juillet. On a eu un couvre-feu juste avant aussi. Les gens, beaucoup de monde voulaient s'amuser. Et je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère du moins qu'on ne va pas retomber à nouveau dans un cycle de fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Côté clientèle, touristes et locaux se réjouissent de la levée du couvre-feu.
C'est une bonne chose pour vous. Après, il faut faire très attention aux gestes barrières, le masque, bien se désinfecter les mains pour éviter qu'une épidémie se redéclare. Mais c'est une bonne chose pour le tourisme, je pense. C'est bien pour que tout reparte à la normale. Au moins pour certains, comme les entreprises, comme les bars, tout ça, au moins des gens ils peuvent sortir, ils peuvent faire des choses. Au lieu de rester seulement à la maison. Concernant le pass sanitaire annoncé par le haut-commissaire, les restaurateurs que nous avons rencontrés ce matin nous ont confié qu'ils n'avaient aucune information s'agissant de ce dispositif. Un dispositif qui ne concerne de toute façon pas les restaurants pour l'instant, mais il sera obligatoire pour aller en boîte de nuit. Stéphane Gay, Yorana, merci d'être en direct avec nous depuis Papeete. Alors, est-ce que le pass sanitaire qui vous permettra de reprendre votre activité de dancing est un soulagement pour vous ou est-ce trop tard pour relancer votre activité? Évidemment, c'est un soulagement. On va pouvoir redémarrer nos activités et puis retrouver une vie normale et pouvoir travailler comme avant. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible et voire toujours. Le contrôle du pass sanitaire relève... Le contrôle du pass sanitaire relève de tous les exploitants, c'est-à-dire qu'il vous reviendra de contrôler tous vos clients. Est-ce que vous serez prêt au 1er décembre ? Oui, on sera largement prêt au 1er décembre. On a déjà discuté avec le cabinet de Ossaria qui nous a expliqué que c'était pas très compliqué et qu'on allait avoir une formation là-dessus. Donc je vois à peu près comment ça va fonctionner. Donc non, ça sera pas compliqué. Après, il faudra que tout le monde s'y tienne. Puis si on veut que ça dure le plus longtemps possible, il faut que tout le monde respecte les gestes barrières aussi. Il faut pas oublier ça. Et un mot sur vos finances, Stéphane Gay. C'est vous qui aviez payé un lourd tribut à la pandémie, puisque cela fait plus d'1 an qu'il vous a été interdit d'exercer. Est-ce que vous avez été aidé en conséquence? Alors ça fait pas plus d'1 an, mais ça fait quasiment 20 mois. On a eu des aides de l'État. Il faut savoir quand même, pour être bien précis, qu'une aide pour l'État, ça représente à peine 1/3 du loyer uniquement. Après, on a d'autres frais à payer, bien sûr, même si c'est fermé. Donc 1/3, voilà. Le reste, il a fallu qu'on se débrouille. Donc bien sûr, on a eu beaucoup de mal. Oui. Vous avez donc reçu un petit peu d'aide. Un dernier mot sur cette grève générale qui plane sur le pays. Qu'en pensez-vous en tant que chef d'entreprise? Est-ce qu'elle est légitime? Légitime peut-être, malvenu sûrement, c'est pas le bon moment. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Gay d'avoir été en direct avec nous dans ce journal depuis Papeete. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des bars et dancing de Polynésie. Le pass sanitaire qui sera aussi imposé aux visiteurs dans les hôpitaux et les cliniques. Et si le pass sanitaire devrait permettre au pays de relancer l'activité économique, elle pourrait bien être impactée non pas par la crise, mais par une grève générale illimitée. Un préavis de grève pourrait être déposé demain, signé par 9 organisations syndicales, à l'instar de Ati Aimua et RTP Arono Porinetia. Il concernera 14 secteurs d'activité tels que les commerces, les hydrocarbures ou encore les administrations du pays, de l'État et des communes. Il est encore temps de négocier, dit Patrick Gagnon, le secrétaire général de la CSTPFO. C'est vraiment pas le moment de faire une grève, je suis d'accord avec eux, qu'ils nous proposent alors des solutions. Nous avons 5 jours pour négocier, 5 jours. Déjà maintenant ils disent c'est n'importe quoi, alors qu'on n'a pas encore entamé les discussions. On voit bien qu'ils ne sont pas ouverts à la discussion. Notre problème, c'est de sortir les gens de la précarité. C'est de sortir de cette crise, bien entendu, et si on peut éviter la grève, nous sommes tout à fait les premiers enchantés à éviter la grève parce que c'est nous qui allons perdre des salaires, pas les patrons. Et parmi les revendications, on retrouve l'augmentation de 4% du SMIC dès le 1er janvier, la mise en place d'une caisse chômage ou encore la suppression de la loi sur l'obligation vaccinale. Si le préavis est déposé demain, la grève devrait être effective le lundi 22 novembre à minuit. Et justement, l'heure est au bilan des conséquences de la crise pour les maires de France. Réunis pour leur congrès annuel, certains premiers magistrats n'ont pas mâché leurs mots. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'Outre-mer, La Première. Se retrouver 2 ans après le début de la pandémie, c'est l'occasion de vider son sac.
La crise sanitaire met à l'épreuve les maires de Polynésie française, une épidémie inédite où les élus sont très sollicités. On a dû prendre sur nos budgets pour aider, par exemple, socialement nos populations, des aides alimentaires ou alors sanitaires au niveau de nos administrés. Et donc, c'est une dépense supplémentaire pour nos collectivités. Difficultés économiques et sociales, la crise sanitaire confirme les écarts d'accès aux services essentiels par rapport à l'Hexagone. Devant ces problématiques, les maires se sentent bien seuls. L'État est clairement montré du doigt. L'État n'a pas donné un sou pour les communes de Polynésie. Je veux bien être clair là-dessus. L'État n'a pas accompagné les communes dans la crise financière. On s'est démerdé tout seul. Heureusement, il y avait la collectivité pays qui, lui, a mis des dispositifs pour que les communes puissent bénéficier aussi. Voilà. Donc, la part de l'État, on peut dire, il y a rien. Pour les communes éloignées issues des petites îles de Polynésie, les difficultés sont encore plus complexes. Un isolement accru à cause de la double insularité, la proximité prend là tout son sens. Il y a 1700 km qui séparent mon archipel et Tahiti. D'autant que lorsqu'il y a eu le Covid, il n'y a pratiquement plus rien dans les magasins. Donc il fallait commander de la nourriture à Tahiti et faire venir par une goélette. Et la goélette arrive chez nous 2 à 3 semaines après avoir quitté Papeete. Et ça a été très, très difficile. Tous les maires d'outre-mer s'accordent à dire qu'il faut maintenant reconstruire, recoudre le lien social. Les défis sont nombreux et la solidarité nationale devient inévitablement nécessaire. Le congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France se tient jusqu'au 18 novembre et il se clôturera par un discours d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui recevra aussi les élus à l'Élysée mercredi soir. Ce fait divers à Arouet qui a causé d'importants embouteillages en fin d'après-midi. Une voiture a pris feu sur le rond-point situé devant le restaurant Feng Shui. Un incendie qui a nécessité, vous le voyez, l'intervention des pompiers de Pirée. Aucun blessé n'est à déplorer. Les personnes à mobilité réduite mieux valorisées grâce à un projet de loi remettant au goût du jour la réglementation en vigueur. Les membres du CESEC sont unanimes. Les mentalités doivent évoluer et il est nécessaire de prendre conscience des difficultés rencontrées au quotidien par ces personnes encore trop mises à l'écart par la société. Après 1 an et demi de travaux menés par la Fédération Tenio Otehuma, Henriette Camia, sa présidente, répond à Nicolas Suire et Hiro Terolotua. Qu'on ait notre priorité, que ce soit pour entrer à l'intérieur des ERP, mais aussi dans les commerces, dans les restaurants, enfin, dans l'espace public. Même quand il y a des grandes manifestations, dans les files d'attente, on est prioritaire dans les queues. 39 ans que cette réglementation existe, mais son application date de quelques années seulement. Cette mise à jour permettra-t-elle réellement d'améliorer l'accessibilité des PMR? Réponse avec Nicolas Suire et Hiro Terorotua. Se rendre à la poste, c'est tout un périple pour Diego, aveugle depuis la naissance. Aussi, il se déplace rarement lui-même. Depuis 1982, une loi prévoit qu'il soit prioritaire comme toute personne handicapée ou à mobilité réduite. La loi a tardé à être appliquée et aujourd'hui encore, elle n'est pas toujours effective. J'ai eu des plaintes de personnes âgées surtout. Quand ils viennent à la poste, ils montrent leur carte attribuée par la Cotorep et souvent les guichetiers leur disent de refaire la queue comme tout le monde. Alors que normalement, cette carte à mobilité réduite blanche leur donne la priorité. Ils n'ont pas besoin d'attendre, de faire la file d'attente. Mais depuis quelques mois, les priorités semblent être respectées et ces petites affiches se multiplient un peu partout. Ils ont dû mettre ça en place depuis quelques mois ou même peut-être il y a 1 an. Mais je sais que dans certains services, c'est un combat encore pour les personnes en situation de handicap de se passer en priorité dans les files d'attente. Le responsable de l'agence Farerata Pirée nous indique que des dispositions ont été prises et elles ne s'arrêtent pas à un morceau de papier à l'entrée. Le vigile, il a déjà les consignes. Il sait que dès qu'il y a quelqu'un de prioritaire, on fait passer avant tout le monde et on a un guichet qui est dédié. Là, il est fermé aujourd'hui. Parce qu'il est 11h là, c'est la pause déjeuner. Donc on va passer alors au guichet qui est ouvert là. Et du coup, comment ça se passe alors? On fait passer la personne avant tout le monde? On fait passer la personne avant tout le monde.
Malgré tout, des incivilités demeurent, et surtout au niveau de l'occupation des places de parking pour les handicapés. La réglementation existe, que ce soit pour l'éducation, dans le monde du travail, partout, dans la réglementation, tout est en place, mais c'est la mise en application qui ne se fait pas. Parce que je ne comprends pas, parce que on n'a pas la mentalité a évolué, mais pas dans le bon sens. En Polynésie, 10 000 adultes ont été recensés comme handicapés ou à mobilité réduite par la Cotorep. 60% d'entre eux ont la carte d'invalidité qui donne droit à la priorité dans les files d'attente. Il s'ajoute aux 10 000 adultes à mobilité réduite, 7 000 enfants qui souffrent d'un handicap. La justice au plus près des jeunes a requitté à 4 jours pour informer et échanger avec cette population vivant à 1700 km de Tahiti. L'objectif de la délégation pluri-institutionnelle était aussi de prévenir et lutter contre les violences familiales, notamment dans les jeunes couples, sensibiliser à la responsabilité parentale et au danger de l'usage des produits stupéfiants. Je vous propose d'écouter VTA qui parle de son parcours chaotique à cause de la drogue. Je vois que cette jeunesse n'a pas été trop touchée par les démons de Tahiti et j'espère que quand ils iront faire leurs études à Tahiti, ils ne vont pas se faire avoir par ce genre de bourreaux. Mais ces bourreaux de la drogue qui n'ont aucun scrupule envers nos jeunes. Donc que ce soit des jeunes éloignés de notre société, de Tahiti. Voilà. J'espère que ces personnes-là, ils ne vont pas les conduire à un parcours que j'ai eu dans ma jeunesse. VTA répondait à Heifara Schwartz. Après Rikitea et Ha, la délégation composée de 8 personnes s'est envolée hier pour Makemo afin de poursuivre sa mission. Enfin, nous allons à la rencontre d'un couple d'artisans de Bora Bora. Âgé de 70 ans, ce couple manie cet art traditionnel et cet art traditionnel occupe toute leur journée. Plus qu'une passion, il est devenu au fil des ans un métier. Le reportage sur la perle du Pacifique de Rosanam Eihota. Enseignante retraitée âgée de 76 ans, c'est dans le quartier Tereia de la commune de Whanui que nous avons rendez-vous ce matin avec Mami Ma'ara Ha'ati, artisane de l'île depuis 35 ans. Une passion devenue un métier qu'elle partage avec son époux. Oui, on travaille ensemble. Nous avons des fois un travail. S'il fait une pirogue, il veut une voile pour sa pirogue, je suis obligée de l'aider à faire. On tresse son pain au lait. Ce couple d'artisans forme un duo de choc dont la spécialité du mari, Papa Ha'ati Areti, est la sculpture. C'est facile quand tu sais faire. Quand j'ai commencé, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, je sculpte comme je le sens. Un travail minutieux pour un magnifique résultat. Cependant, depuis 2 ans, le tourisme traverse une crise et l'artisanat en subit les conséquences. Une situation difficile certes, mais impulsant Mami Ma'ara à la recherche d'autres innovations. Ça m'est venu une idée, pourquoi ne pas faire un petit cours ici en pandanus et tout. Et c'est pas le fait on peut pas faire, on arrivera. Et commencer à démarrer pour les objets, il n'y a rien à dire, parce qu'on a un stock à la maison. J'ai une qui aimait bien faire mon travail, c'est peut-être elle que je vais laisser à faire le travail. L'artisanat contribuera toujours à subvenir aux besoins des 40 familles qui y vivent. Ah oui, on peut vivre avec en faisant de l'artisanat. Une expérience bien conçue et bien conduite procure un plaisir comparable à celui qu'éprouve l'artisan devant un travail bien fait. C'est ainsi que s'achève cette édition. Le pass sanitaire prend le relais du couvre-feu. C'est l'information principale de ce journal. Comme dans l'Hexagone, la vaccination, un test négatif ou la preuve de son immunité seront les conditions pour obtenir son QR code. Il ne sera pas obligatoire dans les restaurants, les bars ou les hôtels. Il le sera en revanche dans les discothèques ou les pirogues de loisirs à partir du 1er décembre et viendra se substituer au pass de protection des îles dès le 22 novembre. Et demain, dans votre émission L'invité café, Ibrahim Ahmed Aziz recevra Onou Douce, François
Elochi, l'attaché parlementaire du député Moetei Broderson, nous donnera les grandes lignes du colloque sur la thématique du cannabis. Il s'ouvre demain à l'Université de la Polynésie en présence du ministre de la Santé Jacques Rénal et du président du pays Édouard Fritsch. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche de Tahiti titre sur le pass sanitaire après le couvre-feu et Tahiti Info fait sa une sur la corruption, le ras-le-bol polynésien. 2 épisodes de la série anglaise The Bay vous sont proposés après ce journal à partir de 21h, un film romantique, Amour polaire. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.